La Fabrique des communs pédagogiques présente les podcasts de l'éducation dehors. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les podcasts des rencontres de la classe dehors. Nous sommes au sein du parc du 26e centenaire à Marseille et je suis Lisa de la Fabrique des communs pédagogiques. Nous nous retrouvons dans ce podcast des rencontres pour parler de l'enseignement en extérieur. Et aujourd'hui, je suis avec Sandrine, qui est élue nationale de la Ligue de l'enseignement. Sandrine, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît ? Merci beaucoup. Oui, je vais me présenter. Je suis issue de l'éducation populaire depuis toujours, en démarrant très tôt, à 17 ans, dans une association pour promouvoir le sport, pour développer les accueils de loisirs. Et j'ai fait tout mon parcours finalement à la Ligue de l'enseignement, d'abord comme militante bénévole très jeune, avant de finalement en faire mon métier, puisque je suis DG par ailleurs de la Fédération de Moselle à Metz. Et depuis 2 ans, je suis élue secrétaire générale en charge de l'éducation et du numérique. Voilà pour ma présentation, et je suis passionnée par tout ce qui peut ouvrir nos oreilles, nos yeux, nos cœurs. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous êtes aux rencontres internationales de la classe dehors. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? D'abord, je suis venue soutenir vraiment par ma présence et montrer l'application qu'a la Ligue de l'enseignement dans cette belle aventure, puisque nous sommes partenaires de la Fabrique des communs pédagogiques. Je suis venue aussi pour m'immerger complètement dans cette ambiance et d'être en immersion totale sur la pédagogie qu'on va découvrir, encourager les personnes qui se sont investies, donc toute l'équipe de la Fabrique des communs, je pense beaucoup à eux, soutenir aussi la Ligue de l'enseignement 13 qui est très investie sur cette organisation-là, et puis venir un peu titiller mon regard par les tables rondes, ce que j'entends à gauche à droite, venir un petit peu un peu affiner un petit peu le regard que je peux avoir sur cette ambition éducative. D'accord. Et du coup, pour toi, pourquoi est-ce que c'est bien et pourquoi est-ce que c'est important de faire classe dehors de nos jours ? Alors ça, c'est une question qui est simple et complexe en même temps. Parce que ça fait consensus, le sujet. On ne va pas trouver personne qui va être contre. Mais pour autant, on pourrait se dire, mais on l'a toujours fait, ça, en fait. Il se trouve que là, je viens de voir un documentaire à l'Assemblée générale de la Ligue 13 ce matin qui montrait une école dans les années 50 à Marseille. Et les gamins, ils étaient complètement dehors, en fait. Donc, le sujet, en soi, on le porte depuis toujours dans l'éducation populaire. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on le porte bien et qu'au regard de ce qui se passe aujourd'hui dans la société, peut-être qu'on a à mobiliser une attention encore plus importante. Pourquoi ? Parce qu'on a plusieurs sujets derrière ça. On a comment on peut vivre sur la même planète et avoir un monde commun ensemble. Ça, c'est déjà ça. Et on va dire que là, je pourrais prendre l'approche d'éducation à l'environnement. Et je suis plutôt de dire il faut aimer la nature, aimer notre planète pour la protéger. Et peut-être sortir un peu des éco-gestes, même s'il y a eu toute une période où ça a été important. Mais je peux prendre aussi l'idée que tous les territoires, le quartier, le village, tous les territoires sont apprenants, parce que le contact à la nature, à l'art et à la culture sont des ressources inépuisables, et que ça enrichit les apprentissages, en fait. Et puis, je peux prendre aussi l'angle du rapport qu'on a aujourd'hui parfois du stress, des apprentissages qui demandent une attention et qui vont mobiliser certaines compétences psychosociales, et où tous les gamins ne vont pas s'y retrouver. Et donc, sortir, ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien aux enfants, c'est ce que j'ai entendu, ça fait du bien aux adultes. Et donc, la nature par elle-même, ou l'environnement culturel, parce que pour moi, les classes dehors, c'est pas que l'approche à la nature, c'est vraiment sortir et apprendre de tout. Et ça fait du bien, en fait. Et aujourd'hui, on a besoin que ça fasse du bien, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, à partir de tout ce que tu as pu voir là dans les rencontres internationales, tu dirais quels sont les défis qu'on a encore à relever aujourd'hui pour développer la classe dehors ?
Les défis qu'on a, c'est trouver un juste milieu entre la classe dedans et la classe dehors, parce qu'il ne faut pas opposer les deux choses. Là, il y a effectivement un équilibre à trouver. Un équilibre à trouver dans la pédagogie. La classe dehors, il faut aussi dire qu'elle ne fera pas tout. Elle ne résout pas tous les maux de la société. Ça, c'est très, très important aussi d'avoir les limites de ça. Mais elle est absolument nécessaire et ce n'est pas une simple alternative comme ça pour dire on fait une petite sortie de temps en temps. Donc il faut convaincre encore de la régularité de la classe dehors, parce que c'est dans la régularité qu'on aura les bienfaits pour les apprentissages des enfants. Donc il faut vraiment encore travailler sur cette régularité. Il faut creuser aussi les passerelles entre ce qui existe déjà, les classes de découverte, les colonies de vacances, qui sont des espaces de découverte énormes. Et donc, on a des passerelles à creuser avec notamment les colonies et les classes de découverte qui exploitent en fait depuis des années ces pédagogies-là. Donc, il faut encore travailler sur ça. Il faut convaincre les pouvoirs publics de nous donner les moyens de travailler correctement. Ça veut dire de former nos personnels, d'accompagner les bénévoles dans leurs ambitions. Et là, ces derniers temps, on est tous inquiets parce qu'on n'est pas suffisamment aidés. Il faut travailler, décloisonner aussi le travail. Ça a été bien vu ici à Marseille. Quand on travaille sur Marseille, la ville à hauteur d'enfant, on sent bien qu'il faut aller mobiliser tous les élus, en fait, que ce soit l'urbanisme, mais aussi l'éducation et de manière très transversale, l'ensemble des services. Donc les freins, c'est décloisonner, convaincre de la régularité, convaincre des passerelles, former, ça c'est vraiment important. Et puis avoir une parole publique forte pour embarquer tout le monde, en fait, on va dire. Et tu viens de nous parler de la ville à hauteur d'enfant, justement, qui a eu lieu ici à Marseille. Est-ce que tu veux nous en parler, nous dire 2-3 mots en plus ? Je ne l'ai pas suivi personnellement, j'en ai que ce que les collègues m'ont raconté, mais ce qui est formidable, c'est qu'on a investi tous les espaces, en fait, et on a investi différents élus qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Même dans des villes importantes comme ça, les services sont organisés de manière assez cloisonnée quand même, en fait. Et donc là, on pousse un petit peu pour décloisonner, et ça prend des formes extrêmement variées. C'est ça qui est incroyable, en fait. Donc la rue urbaine, les différentes approches que j'ai vues, c'était incroyable en fait. Et du coup, toi, en tant que membre de la Ligue de l'enseignement, qu'est-ce que tu pourrais nous dire des choses que vous avez faites pour ce domaine de la classe dehors ? Alors en fait, on fait beaucoup de choses depuis toujours, en fait, mais on le repérait pas sous ce terme-là. Jean Zay, c'était un ministre entre les deux guerres. Et déjà à l'époque, quand il a été ministre, il a ouvert l'école sur l'éducation artistique et culturelle, et il proposait aux élèves d'aller dehors. Et du coup, les gens me disaient, mais nous, les enfants, ce sont des enfants de paysans, pourquoi ils doivent aller dehors ? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre dehors ? Donc le sujet, il n'est pas nouveau pour nous. On a toujours été extrêmement favorable aux pédagogies nouvelles. On a travaillé sur la notion de territoire apprenant. Très vite, on a fait les colonies de vacances, les classes de découverte. Donc c'est un sujet qui est prégnant depuis toujours, en fait. On a beaucoup développé, il y a beaucoup d'associations qui portent des projets d'éducation à l'environnement. Nos associations UCEP, elles investissent l'espace extérieur dans leurs rencontres sportives UCEP. Donc elles le font. Nos clubs UFOLEP, ils développent la pratique sportive qui est régulière et qui est accessible à tous. Donc on le pratique. Mais finalement, se retrouver dans une forme de politique publique qui est de dire que c'est l'éducation dehors, ça permet de fédérer toutes ces énergies-là et de pousser aussi des alliances éducatives, pousser les collectivités à aller plus loin dans l'investissement qu'elles doivent faire pour permettre ces pédagogies. Donc c'est
fédérer un peu toutes ces énergies-là et décloisonner pour que les politiques publiques investissent davantage ces espaces et comprennent et entendent surtout l'ambition qu'on porte des apprentissages qui ne sont pas que des apprentissages formels liés à l'école. Bien sûr, c'est important, la Ligue de l'enseignement intervient beaucoup à l'école, mais des apprentissages aussi non formels et informels qui sont portés par l'ensemble de la communauté éducative et que ce soit les parents, les animateurs des accueils de loisirs, les structures petite enfance. Et tout ça doit investir ce champ. Et la Ligue de l'enseignement, on porte cette ambition-là. Et donc, si nos auditeurs et auditrices ils ont envie de regarder un petit peu, de se renseigner, de faire appel à vous, comment est-ce qu'ils peuvent faire ? Dans leur département, il y a toujours une fédération qui représente la Ligue de l'enseignement. Alors des fois, on est un peu complexe parce que ça peut s'appeler Fédération des œuvres laïques, Ligue de l'enseignement. Donc c'est soit aller sur le site de la Ligue de l'enseignement au niveau national et repérer au niveau départemental. On est implanté dans tous les départements et c'est un relais hyper important. Donc c'est prendre contact avec la fédération départementale. Il y a souvent des personnes ressources qui accompagnent la vie associative, qui sont en charge de l'éducation, qui travaillent sur la transition écologique. Je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais on a tout un travail autour de l'éducation à l'environnement. On travaille beaucoup sur la fresque du climat pour faire comprendre les principes. La question de l'alimentation, elle est aussi au cœur de notre projet. Comment on intervient sur l'alimentation durable, travailler sur la saisonnalité. Mais là aussi, c'est pareil que sur l'environnement. L'alimentation, c'est le plaisir et la raison. C'est pas que dans la contrainte qu'on va travailler sur l'alimentation. Il faut aussi travailler le plaisir de manger, d'être ensemble, etc. Donc il faut ce juste équilibre entre plaisir et raison. Donc on essaye aussi de travailler dans nos centres de vacances. On est très investi sur les centres de vacances, sur des projets qui respectent des principes d'éducation à l'environnement. Donc vous allez retrouver forcément dans votre département une personne ressource. Merci beaucoup. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Est-ce que peut-être, du coup ça a été un plaisir de vous interviewer, est-ce que vous auriez un mot de la fin, une histoire marquante de votre expérience ou des rencontres de cette semaine ? Ce qui m'est ressorti vraiment, c'est on s'est senti bien en fait, parce qu'on s'est retrouvé avec plein de personnes qui partageaient cette même ambition et on parle beaucoup aujourd'hui de notre environnement qui est complexe sur le plan national et international. Et moi, ce qui m'est venu vraiment là spontanément, c'est un enchantement. Et puis, on s'est senti bien. Donc, ça crée du bonheur en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci.